Dans ce document, nous allons distinguer 4 types de matériel. Tout d'abord, l'ordinateur de bureau que l'on voit ici. Il est encombrant, difficilement déplaçable, mais son utilisation est très confortable, performante et il est robuste. Ensuite vient l'ordinateur portable qui, comme son nom l'indique, est facilement déplaçable. Il est sensiblement plus fragile et d'utilisation un peu moins confortable. Ensuite, nous trouvons la tablette, ultra portable, mais avec des fonctions sensiblement moins performantes. Enfin, nous trouvons le smartphone, qui n'est ni plus ni moins qu'une tablette de poche avec des fonctions supplémentaires, téléphone, SMS, MMS, GPS. Voyons maintenant de quoi sont composés nos ordinateurs. Tout d'abord, pour fonctionner, ils ont besoin d'énergie. Voici l'alimentation d'un ordinateur de bureau. Elle est contenue dans la tour. L'utilisateur ne voit que le connecteur secteur et l'interrupteur. Les connexions destinées à alimenter carte mère, disque dur, lecteur graveur ne sont visibles qu'en ouvrant la tour. Sa puissance étant importante, souvent de l'ordre de 500 watts, elle est refroidie par un ventilateur. Les ordinateurs portables, eux, possèdent une batterie qui permet de les alimenter lorsqu'ils sont déconnectés du secteur. Une alimentation externe permet de recharger cette batterie ou d'alimenter directement l'ordinateur. De même, tablettes et smartphones possèdent une batterie pour pouvoir fonctionner en dehors de toute alimentation secteur. Cette batterie se recharge en connectant le smartphone à une alimentation 5 volts via sa prise micro USB. Dans des dimensions différentes, nous retrouverons sensiblement les mêmes composants dans chacun de nos équipements. Nous les examinerons en partant de l'ordinateur de bureau dont voici ici la carte mère. La carte mère supporte et interconnecte les principaux composants d'un ordinateur. Voici d'abord le cerveau de l'ordinateur, celui qui fait tous les calculs, le processeur. Il est connecté à la carte mère à l'endroit indiqué par la flèche grâce à un support spécial. Le voici en place. Mais l'ordinateur n'est pas très doué. Il ne sait travailler qu'avec des chiffres composés de 0 ou de 1. Un chiffre 0 ou 1 est appelé un bit. En fait, il travaille quand même sur des nombres composés de 64 bits. Et surtout, il travaille très vite, à une fréquence de plus de 3 milliards de Hertz. Il est maintenant aussi souvent composé de plusieurs unités de calcul indépendantes, les corps. Ici, 4 corps. Il dispose aussi d'une mémoire rapide temporaire pour certaines opérations. Et ici, par exemple, une partie dédiée aux images. Dans ce processeur, ces fonctions sont réalisées par la bagatelle de près de 2 milliards de transistors. Tout cela consomme beaucoup d'énergie et chauffe. Un radiateur, comme celui-ci, est placé au-dessus du processeur et surmonté d'un ventilateur pour assurer le refroidissement. Dans tablettes et smartphones, ce dispositif n'est pas nécessaire, les puissances mises en jeu étant beaucoup plus faibles. Lorsqu'il travaille, notre processeur est piloté par des logiciels. Il utilise aussi des données qu'il reçoit ou qu'il produit. Ces logiciels et ces données sont contenus dans une mémoire dont l'accès doit être très rapide pour ne pas ralentir l'ordinateur. Cette mémoire est souvent contenue dans 2 barrettes connectées à l'endroit indiqué par les flèches, comme ceci. Contrairement au disque dur, ces mémoires de travail sont temporaires et deviennent totalement amnésiques dès que l'on arrête l'ordinateur. C'est pourquoi, lorsque l'on a terminé un travail,
Les données correspondantes qui sont contenues dans cette mémoire doivent être sauvegardées sur le disque dur pour ne pas les perdre à l'extinction de l'ordinateur. C'est pourquoi lorsqu'on lance un logiciel, il s'écoule quelques secondes avant de pouvoir l'utiliser. Il faut attendre qu'il soit chargé dans cette mémoire depuis le disque dur. Cette mémoire est appelée mémoire vive ou RAM. Avec Windows 10, elle atteint généralement 4 à 8 gigaoctets, soit 4 à 8 milliards d'octets, soit encore 32 à 64 milliards de bits, un octet valant 8 bits. Pour conserver de manière permanente toutes nos données, musique, vidéo, texte, etc., et pour conserver de manière permanente tous les logiciels qui vont faire fonctionner notre ordinateur, il faut un autre support, c'est le disque dur. La photo de gauche montre l'intérieur. Il se compose de disques tournant à grande vitesse et de bras avec une tête de lecture pour lire et écrire sur ces disques. Au milieu, c'est la photo d'un disque dur pour ordinateur de bureau et à droite, celle d'un disque dur pour ordinateur portable. Un câble permet leur alimentation, un autre le relie à la carte mère pour échanger des informations avec celle-ci. La capacité de ces disques atteint maintenant souvent plusieurs téraoctets, c'est-à-dire plusieurs milliers de milliards d'octets. Ces disques sont de plus en plus remplacés par des disques plus rapides et plus robustes, les SSD. Comme il est possible de le voir sur la photo de gauche qui montre l'intérieur, ces disques ne comportent plus de parties mécaniques, ils sont entièrement électroniques. Dans tablettes et smartphones, tous ces composants, processeurs, mémoire, sont des puces soudées sur la carte mère. Maintenant, voyons un autre élément primordial de l'ordinateur, son écran. La plupart des écrans sont maintenant en haute définition, c'est-à-dire 1920 que multiplie 1080 pixels. Les écrans pour ordinateur de bureau atteignent maintenant couramment 27 pouces, c'est-à-dire 68 cm de diagonale. Les plus perfectionnés d'entre eux sont en Ultra HD, encore appelé 4K, c'est-à-dire 3840 que multiplie 2160 pixels. Les écrans pour ordinateur portable se limitent eux à 17 pouces, c'est-à-dire 43 cm de diagonale. La diagonale de tablette est de 7 pouces, soit 18 cm pour les plus petites, ou 10 pouces pour les plus grandes, soit 25 cm. Les smartphones, eux, font couramment 5,5 pouces, soit 14 cm de diagonale. Un circuit graphique spécifique sur la carte mère pilote les écrans. Lorsque des exigences particulières sont exigées, par exemple pour certains jeux ou pour faire des simulateurs, une carte graphique comme celle-ci est alors nécessaire. Cette carte est alors connectée à la carte mère par le connecteur PCI Express indiqué par la flèche jaune sur cette image. Maintenant, les éléments pour commander l'ordinateur. En premier, voici le clavier. Ceci est un clavier français avec une disposition des touches AZERTY. On distingue sur la gauche l'ensemble des touches pour les lettres et les signes, sur la droite le clavier numérique, en haut les touches de fonction et la touche échappe, et au milieu un certain nombre de choses spéciales. Et voici la souris et son clic gauche qui fait tout
sauf lorsque l'on veut afficher un menu contextuel. Là, c'est le clic droit. Et là aussi une roulette pour faire défiler les pages. Sur les ordinateurs portables, il est possible de se passer de la souris grâce au pavé tactile, le touchpad. Un glissement du doigt correspond à un déplacement de souris, un petit choc du doigt à un clic gauche, et un clic droit est fait en appuyant sur la touche à l'avant à droite. Pas de souris pour les tablettes et smartphones, mais un écran tactile. Un déplacement du doigt sur cet écran correspond au déplacement de la souris, un toucher rapide à un clic et un toucher long est généralement équivalent à un clic droit. Sur ces appareils, le clavier mécanique est remplacé par un clavier virtuel qui apparaît lorsqu'on a besoin d'écrire. Il comprend de plus un dispositif d'écriture prédictive qui propose les mots dont on va avoir besoin sans qu'on ait besoin de les frapper. En touchant le petit micro, on déclenche un dispositif de reconnaissance vocale qui permet de dicter tout simplement son texte. Voici les principales connexions d'un ordinateur. Ici en bas à gauche, les prises PS2 qui sont en voie de disparition, qui servaient à relier souris et clavier. Ici, les prises USB 2 très courantes et les USB 3 plus rapides qui sont un peu bleues en général. On trouve ici la liaison Ethernet qui permet de se relier par exemple à une box. Mais elle est souvent maintenant remplacée par une liaison radio, la Wi-Fi. Ici, les prises son, micro, ligne et haut-parleur. Ici à droite, nous avons les sorties vers écran. Anciennes sorties VGA analogiques. Les nouvelles sorties qui sont numériques, soit DVI ici, soit HDMI comme on trouve également sur les télévisions. Pour les smartphones et tablettes, la prise USB est remplacée par la micro USB. Le connecteur son est un jack 3,5 mm. Il peut être uniquement sortie, connecteur de gauche, ou micro et écouteur, connecteur de droite. La connexion vers un écran extérieur, une prise micro HDMI. Nous avons vu de quoi se composait notre ordinateur, mais maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on appuie sur ce bouton de démarrage? Eh bien, un petit logiciel appelé BIOS, situé dans une puce de la carte mère, va faire démarrer l'ordinateur. Pendant le fonctionnement de ce BIOS, l'écran affiche une image qui dépend de la marque de votre ordinateur ou de votre carte mère. Durant ce temps, la présence d'un support comportant les logiciels permettant à l'ordinateur de démarrer est recherchée. Ça s'appelle un support bootable. Dans les conditions normales, c'est le disque dur comportant Windows qui va être détecté. À partir de ce moment, Windows va commencer à être chargé dans la mémoire vive depuis le disque dur. Et les premières images de Windows vont apparaître. Puis ce sera l'écran de verrouillage qui demandera éventuellement un mot de passe. Et enfin, c'est le bureau et ou l'écran de démarrage de Windows qui apparaîtront, signifiant que Windows est en mémoire vive, qui est la mémoire de travail et que l'ensemble est prêt à fonctionner.